Bonjour, bienvenue à l'émission Musique, Art et Handicap. Mon nom est Ariane Bouchardy-Gauthier et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à l'émission une femme dont les projets artistiques sont intentionnellement inclusifs, tant par leur sujet que par leur écriture et leur interprète. Le plus récent projet de sa compagnie, 6 personnages en quête d'autrice, a été présenté récemment à l'Espace Libre dans le cadre du Festival Transamérique. Donc, je vous présente Madame Catherine Bourgeois. Madame Bourgeois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Euh, Vous avez étudié la scénographie à l'UQAM et en Angleterre et vous êtes la fondatrice de la compagnie Joe, Jack et John qui a été créée en 2003. Et je me demandais, quand vous avez créé la compagnie, vous baignez dans l'univers du théâtre depuis déjà plusieurs années. Et quel était votre constat par rapport à l'inclusivité dans le milieu? Bon, bonne question. Alors, c'est vrai, j'ai fait des études en scénographie. Donc, donc, la scénographie, c'est comme les décors, les costumes, l'éclairage, donc tout ce qui est comme un peu plus le côté visuel d'un spectacle. Puis, ensuite de ça, je suis allée étudier en Angleterre. C'est là que je me suis, euh, en fait, frottée un peu à certains univers de metteurs en scène européens, dont certains Italiens. Puis c'est là que j'ai été à même de constater des présences qu'on aurait pu qualifier peut-être d'atypiques ou de non conventionnelles dans les distributions des spectacles. Donc, on parle d'artistes en situation de handicap ou avec un neurodivergent vivant avec une déficience intellectuelle. Puis ça m'a grandement inspirée. C'est pour ça que quand je suis revenue à Montréal après mes études, je cherchais un peu, ces paroles-là différentes, ces rythmes-là, ces postures-là qui viendraient nourrir, tu sais, une certaine en fait, diversité qui viendrait en fait alimenter une prise de parole un peu plus plurielle. Puis voilà, c'est là que je suis tombée sur l'école de Les Muses, qui est un centre de formation pour des artistes en situation de handicap ou de déficience intellectuelle ou TED, donc troubles envahissants du développement. Puis c'est là que, en fait, j'ai commencé à engager des acteurs, des interprètes. Donc c'était quelque chose de, on parle de presque 20 ans, en fait, il y a 20 ans carrément, puis c'était pas quelque chose qui était très fréquent sur nos plateaux. En fait, pas du tout fréquent sur nos Mm. plateaux d'avoir des artistes neurodivergents. Ouais. Il y avait quelques exceptions, euh, mais non, c'était pas. Ça venait un peu d'ailleurs, en fait, je vous dirais. Mm. Oui, puis c'était pas mal unique aussi. Même, je pense que même maintenant que ça fait 20 ans, puis que vous êtes de plus en plus présent sur la scène, c'est quand même pas si courant encore. Je ne sais pas Euh, si vous mhm. connaissez les statistiques. Tu sais, quand on parle de représentativité, je ne sais pas c'est quoi les statistiques je pense par rapport à la déficience intellectuelle, c'est 1 à 3 % de la population québécoise. Je pense par rapport à l'handicap, la large famille de l'handicap qui inclut la communauté sourde, etc. Je crois que c'est comme 14 à 15 % de la population. Mm. Euh, donc, c'est sûr qu'au niveau de la représentativité, on n'est pas là par rapport à ce qui est présent sur nos plateaux de théâtre, nos plateaux de danse ou même de cinéma, Mm. mais ça a quand même beaucoup bougé, beaucoup, en fait, évolué depuis les 20 dernières années. Oui, je pense qu'on est dans une ère aussi de conscientisation qui est favorable à ça, là, Oui, on est dans une vague. Oui. Cette vague-là, elle a lieu depuis 5, 8 ans, là, disons, si on veut, comme de, de- d'inclusion, de diversité, tout ça. Puis donc, il faut en profiter. Il faut profiter de la vague pour mettre son pied dans la porte. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Ben, ça m'amène à quelque chose que je voulais aborder un peu plus tard en entrevue, mais je trouve que ça s'imbrique bien. J'ai pu assister à votre dernière pièce au Festival Transamérique. Et
pour en parler un peu, vous abordez divers sujets, dont l'appropriation du vécu de l'autre. Et ce que ça signifie pour les acteurs, les actrices. Vous y abordez le sujet de ce que ça représente, ce qu'est un privilège et dépendamment de la perception ou du vécu de chacun aussi, ce qui est perçu comme un privilège. Puis, ce que je trouvais intéressant dans la pièce aussi, c'est on va pas se le cacher, on est dans une ère de sensibilisation, mais aussi on est aussi à une époque à l'ère de la cancellation, puis des opinions très tranchées d'un côté comme de l'autre. Puis, pour faire un petit jeu de mots avec le nom du théâtre, mais je trouvais que la pièce offrait un espace libre d'échange, puis qu'il y avait une nuance, tu sais, que ça abordait le tout, mais avec une nuance des perceptions puis des vécus. Je pense que vous-même, j'ai écouté quelques entrevues, vous disiez que pour éviter de scléroser un peu votre propre pensée, vous aviez tendance à aller lire des opinions qui étaient à l'opposé de la vôtre sur le plan politique, un peu plus à droite et tout, juste pour garder un peu l'ouverture au niveau de votre pensée. Puis, selon vous, est-ce que c'est important d'aborder ce sujet-là, de parler de cet espace de nuances qu'on n'ose pas vraiment aborder, des sujets des fois que les gens n'osent plus aborder justement de peur d'être complètement châtiés dans leurs propos, dans leur pensée qui est un peu en formation là, par rapport à l'inclusivité, par rapport à l'appropriation culturelle, etc., etc. Est-ce que selon vous, c'est important d'aborder le sujet de cette façon-là? Mais pour moi, c'est tellement important qu'on en a fait un show. Donc, donc je vous dirais oui, c'est important parce que, en fait, dans cette grande marche-là sociétale dont on parlait il y a quelques minutes par rapport à une société plus inclusive, je trouve qu'il y a plusieurs mouvements qui vont vers une société plus exclusive. Donc, cet espace-là public de prise de parole veut se démocratiser. Là, les réseaux sociaux, etc., démocratisent l'accès en fait, aux différents micros qu'on peut prendre, aux porte-voix que ça représente dans nos vies. Mais en même temps, on est de plus en plus intolérant par rapport au point de vue, aux propos, aux prises de parole des uns des autres, comme si tout le monde devait avoir les mêmes connaissances, les mêmes compréhensions. Puis, ça crée de la peur, ça crée du stress, de l'anxiété, ça crée aussi un retrait. Donc, au lieu d'inclure davantage de monde, des fois, j'ai l'impression qu'on exclut des gens qui s'autocensurent ou qui décident de rester sur le banc. Donc, en bon québécois, on pourrait dire qu'on décide de bencher pour pas, en fait, être dans la joute, pour pas se mettre en jeu ou être en danger, en fait, d'être mis à part, pointé du doigt, etc., parce qu'on a mal compris. Donc, toute cette accessibilité-là des prises de parole devient, en fait, moins accessible parce que le vocabulaire aussi change à un rythme assez rapide. Donc, si on n'a pas le dernier mot en vogue, on peut, voilà, on peut se tromper. Là. Ça crée beaucoup de stress émouvant. Puis, voilà. Donc, je ne sais pas, je suis comme dans la pièce qu'on a présentée récemment en mois de juin, il y a plusieurs personnes qui ont dit « Oui, mais on n'a pas les réponses. Vous ne donnez pas de réponses. Par rapport à comme toute cette question-là ces questions-là très chaudes là, de l'appropriation culturelle, du consentement, des privilèges, de la cancel culture, etc. Vous ne donnez pas de réponse de comment ce vivre ensemble-là peut en fait, se raffiner ou devenir plus doux. Puis, ce qu'on a pris, en fait, ce qu'on a eu comme parti pris, en fait, c'est plus de reformuler certaines questions. Puis peut-être de rendre aussi en fait, il y a comme une confusion ambiante parce qu'on est dans une époque de changement. Donc, il y a une confusion, puis j'ai l'impression qu'on rajoute un peu à cette confusion-là pour un peu dire, ben, c'est pas aussi noir ou blanc qu'on pourrait le croire. On a parlé beaucoup d'appropriation culturelle dans les dernières années. Ça fait 5 ans, l'été 2018, où est-ce que c'est devenu un sujet extrêmement chaud, de façon très rapide, par des représentations de Slaves ou de Kanata dans le milieu théâtral. Ça fait 5 ans, donc cet été. Mais l'appropriation,
en fait, d'un personnage autre que nous est quand même la base du jeu théâtral, la base du travail d'acteur. Donc, comment on réconcilie ça comme communauté théâtrale ou comme société si on ne peut pas trop en parler, puis si on ne peut pas poser de questions, puis bref, ça crée des... en fait, on tombe dans des cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut plus faire ça, mais on peut plus en parler non plus. On ne peut pas dire... Bref, ça aide pas un cheminement inclusif, que tout le monde voilà, participe et Oui. comprenne un peu ce qui se passe. C'était une longue réponse. Ah ben c'est fascinant. La place est pour vous, alors il n'y a pas de problème. Mais justement, ben, dans le spectacle, je pense que c'est ce que je trouvais qui faisait du bien, c'est justement de l'exprimer, ce malaise-là, de l'exprimer, d'exprimer ces incertitudes-là. Puis d'ailleurs, puis parfois, ben, c'était souvent amené aussi avec une pointe d'humour, parce qu'on abordait justement le changement de vocabulaire. Il y avait un des personnages qui reprenait les termes de l'un ou de l'autre de ses collègues pour dire non, ça, on dit plus ça, on dit plus ça. Puis par rapport au consentement aussi, parce que dans la pièce, il y avait, ben, juste pour donner une idée aux téléspectateurs, là, c'était le titre lui-même s'inspirait, je pense, de la pièce de Pirandello. C'est ce Oui. personnage en quête d'auteur. Puis donc, il y avait des personnages sur scène qui avaient différentes divergences capacitaires ou neurologiques et tout ça, et qui essayaient de bâtir un texte, puis qui cherchaient peut-être quelqu'un pour les aider puis les guider. Puis à un moment donné, vers la fin du parcours, il y a un acteur cisgenre, blanc, sans déficience qui vient. Puis là, il doit auditionner, puis on lui demande de jouer un handicapé. Fait que là, le malaise, justement, comme se concentre aussi là-dedans, mais l'aspect du consentement, puis de demander l'accord, puis de demander le conseil des gens était là aussi. Fait que Mais puis c'est aussi de renverser un peu le pouvoir, c'est-à-dire que tout mm, d'un coup, cette troupe-là d'acteurs neurodivergents ou en situation de handicap intellectuel se retrouve en posture de pouvoir par rapport à cet acteur-là et lui demande en fait, de faire quelque chose qui est rendu un petit peu délicat aussi euh, face à eux, donc, c'est de changer en fait, c'était aussi de changer un peu le paradigme du pouvoir. Qui a le pouvoir, qui a l'autorité dans la pièce? Puis, donc, oui, vous l'avez mentionné, on a vraiment fait tout ça avec beaucoup de plaisir et d'humour, parce qu'en effet, qui veut aller voir une pièce sérieuse sur le consentement à l'appropriation culturelle, la cancel culture, etc., etc. C'est quand même des sujets qui sont un petit peu lourds, qu'on se prend la tête, etc. Donc, nous, on voulait ajouter de l'humour et de la confusion dans tout ça. Mais on joue le jeu. Je crois que c'était important aussi comme compagnie, parce que c'est vrai qu'on est une compagnie qui se pose beaucoup de questions au niveau de l'éthique, de l'inclusion, des procédés, des processus. On a des protocoles, etc. C'est par rapport à comment on met en place l'inclusion pour qu'elle soit équitable, etc. Mais on voulait quand même pas être au-dessus des autres avec ce spectacle-là. mhm, C'est pour ça qu'on a créé certains moments, on a créé en fait des personnages qui font de l'appropriation. Pour pas qu'on soit, pour comme, en fait, se mettre vraiment sur le plancher des vaches avec tout le monde, puis aussi de créer ça à même la pièce. On peut dire que c'est perpétuer quelque chose de négatif ou en tout cas, bref, on peut voir ça de différentes façons, mais pour nous, ça créait aussi pardon, une accessibilité intellectuelle. C'est-à-dire que quand on est autour de la table, un groupe d'interprètes, d'artistes avec différentes capacités intellectuelles, puis qu'on parle d'appropriation, de privilèges, c'est important d'avoir comme des exemples concrets. L'appropriation, sinon, c'est très flou. Donc, pour un de mes collègues qui est un artiste dans le spectacle, et donc, qui est en situation de différence intellectuelle, comme il dit, euh, lui, il dit, mais moi, j'ai le droit de tout jouer. Moi, je peux tout jouer. Ah, mais telle actrice, par contre, ah non, je ne suis pas d'accord qu'elle joue
un personnage en situation de handicap intellectuel, moi, j'aime pas ça quand elle fait ça, je trouve qu'elle joue mal. Puis là, c'est comme là, ah, OK, comment ça se fait que toi, tu as le droit de tout jouer, mais elle n'a pas le droit de jouer ça? Comment ça marche? Je veux dire, donc, en créant certains espaces, en fait, d'appropriation, certains espaces de privilège à même le processus, on a rendu ça accessible intellectuellement pour toute la compagnie, puis ça nous a permis d'entrer dans le débat, d'entrer dans le dialogue, un dialogue qui est comme ancré, donc pas un dialogue en surface, là, un dialogue profond parce qu'on savait de quoi on parlait, on avait des exemples concrets, puis on avait une réponse émotive ou intellectuelle ou physique à tout ça. Donc, le processus a vraiment été construit pour mettre ces enjeux-là au cœur de notre travail collectif là, d'artistes, puis de les mettre, en fait, de les amener de façon accessible pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Voilà. C'est un pari réussi, selon moi. Hein. Mais d'ailleurs, ça m'amène aussi à la pratique. Une des pratiques que vous privilégiez en tant que compagnie, c'est l'écriture de plateau Oui. pour vos œuvres. Donc, de ce que j'en comprends, là, vous parlez, vous discutez des sujets avec les différents acteurs, vous prenez en considération l'apport de chacun et tout ça. Puis, je pense que ça s'imbrique aussi dans votre démarche d'inclusivité et d'humilité, hein, parce que moi, c'est ce que je vois beaucoup dans votre processus, puis dans les œuvres antérieures et tout que vous avez fait. Comment ça fonctionne pour nos téléspectateurs? Juste donner un exemple ou une idée de ce que c'est l'écriture de plateau. Bien, l'écriture de plateau, c'est vraiment comme une écriture qui se veut davantage collective. Ça veut dire que au lieu d'écrire un texte à partir en fait, sur un ordinateur ou sur du papier, etc., on l'écrit dans l'espace, par improvisation, par joute, par discussion. Donc, après ça, je peux filmer, prendre des notes de ce qui a eu lieu. Puis, ça devient, après ça, quelque chose qu'on peut transcrire. OK, on va garder cette scène-là, on va garder ce moment-là, on va faire différentes choses comme ça. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est d'écrire, mais avec nos corps dans l'espace. Donc, on fait une impro, puis là, on se met à répondre, parler, etc. Donc, ça peut être gardé puis développé après. Ou on a une discussion autour d'une table, puis là, on discute librement de sujets. Puis ça peut amener aussi des pistes, donc d'écriture qui seront après ça transcrites dans un texte. Puis au fur et à mesure que le processus avance, émergent des personnages, des grandes lignes ou des sujets. Puis là, de ça, on construit graduellement une partition ou un script qui se raffine de plus en plus. Le plus récent processus était un peu plus scripté, si on veut, plus une main d'écriture impliquée que de la mienne. Parce que en fait, c'était aussi un texte. C'était comme si je mettais un petit peu, je levais le voile un peu sur notre processus de création, puis comment ça se passe dans nos locaux de répétition. C'est pas aussi tendu que dans la pièce, c'est pas aussi... mais il y a beaucoup, on se pose beaucoup de questions, je pense, comme généralement comme artiste dans la société. Il y a plusieurs comme défis. Mais on parlait d'appropriation culturelle plus tôt. Mais il y a plusieurs défis qui sont vécus d'ordre social ou même politique, qui sont des fois qui se retrouvent en fait carrément dans la cour des artistes, comme s'il fallait résoudre ces certains chantiers sociaux. Mais voilà, donc c'est ça que je voulais transmettre dans le plus récent spectacle. Donc, une espèce de transparence par rapport aux conflits éthiques qu'on peut vivre. Mais sinon, en général, oui, beaucoup de nos œuvres sont en fait écrites. Puis ça aussi, ça crée une accessibilité, si on veut. C'est-à-dire que ce pas tous les interprètes avec lesquels je collabore qui sont aptes à s'asseoir puis écrire un texte. Donc, mais là, improviser, se lever dans l'espace, improviser, répondre, jouer, ça, c'est ça notre métier. Donc, voilà, ça permet plus de voix différentes. Ça permet vraiment de l'émergence de voix. Oui. J'imagine que, là, pour revenir un peu sur l'histoire de la compagnie, ce que je comprenais, c'est que vous avez été, je pense, au moins 8 ans avant d'avoir une réelle scène de théâtre pour présenter vos œuvres. Puis c'est tout récent que vous êtes en résidence à l'Espace Libre. Oui, ça fait 3 ans.
3 ans, OK. Désolée, je suis un peu... Non, non, oui, c'est bon, non, non, mais 3 ans. c'est OK, juste 3 avant ans, la c'est chouette. pandémie. Ah, Juste OK. avant la pandémie. Puis sinon, Oui. avant, euh, ben c'est sûr qu'on a une compagnie fondée en 2004, 2003, pardon. Puis le premier spectacle, on l'a fait au Patrovis dans un bar, en fait, sur Mont-Royal. Après ça, il y a eu une ancienne piscine désaffectée, le Bain Mathieu. Bref, des lofts industriels. On était un peu plus dans le in situ, donc des lieux trouvés à l'extérieur de réseau théâtral. Puis en effet, ça a été très long. Je pourrais dire que ça a été un petit peu long, mais avant d'acquérir, comme en fait d'être accepté dans des diffusions, dans des saisons théâtrales, Mm. je pense que c'est en lien avec qui on était, c'est-à-dire les humains qui composent nos équipes. Puis aussi, j'ai l'impression que c'est comme... J'ai l'impression qu'il fallait prendre notre place, prouver qu'on était euh, capable. Je sais pas, il fallait prouver davantage peut-être de choses. Mm. Puis ça a été un petit peu long aussi à certains niveaux, au niveau des bailleurs de fonds, c'est-à-dire les conseils des arts aussi, certains qui ont été plus longs à convaincre que d'autres. Donc, ça a été un départ très, très lent, mais que le vent a tourné. Puis depuis quelques années, en effet, on est super content et chanceux d'être en résidence à l'espace libre, qui Mm. est un lieu accessible, qui est un lieu ouvert, qui a de la place pour l'expérimentation, la créativité, la prise de risque. Donc, nous, c'est un lieu parfait pour nous. Mhm. Puis juste au cas où certains de nos téléspectateurs qui vivent avec un handicap quelconque seraient intéressés à auditionner ou à faire partie d'un projet comme ça, c'est quoi vos processus pour trouver vos acteurs? Est-ce que c'est une Ben, troupe qui est fixe? Est-ce que vous avez... non, on n'a pas de troupe fixe. En fait, comme je mentionnais tantôt, il y a plusieurs interprètes, plusieurs artistes qui viennent des Muses. Mhm. Euh, donc, cette école-là de formation. Sinon, récemment, on est allé repêcher des gens, euh, euh, une collègue qui vient du théâtre aphasique, qui est aussi une compagnie de Montréal. Donc, voilà, on va chercher des gens qui ont déjà une expérience. Mhm. Euh, Ça peut être vraiment des expériences, en fait, de milieux plus comme communautaires, amateurs, etc. Là. Donc, on ne cherche pas nécessairement que des gens qui ont une expérience professionnelle. Mhm. Mais voilà, c'est des gens qui... Donc, des fois, moi, j'aime ça aller... Récemment, je suis allée voir un spectacle d'une école anglophone qui s'appelle The Summit, qui est qui a un projet, en fait, théâtral, artistique avec de leurs élèves. Donc, j'aime ça être à l'affût un peu de ce qui se fait, des nouveaux talents, de repérer. C'est pas un Mhm. bassin énorme non plus. Donc, en effet, s'il y a un spectacle que vous préparez, Mhm. on a un site web, jojacketjohn.com, puis mon nom est Catherine, puis je suis là dans l'équipe. Donc, vous pouvez m'inviter à votre spectacle. Si je suis en ville, ça va me faire plaisir de venir voir votre show. Donc, c'est une façon, en fait, d'auditionner, de faire connaître son travail un peu par la bande. Voilà. Ouais. Ah ben oui, en fait, c'est super. Je suis sûre que nos téléspectateurs prennent ça en note. Oui. Et puis, avant de conclure, j'en profite parce qu'on a fait un petit crochet vers le milieu anglophone. Ça me fait penser parce que moi, j'ai découvert votre compagnie, en fait, par hasard en regardant les annonces du FTA cette année. Puis, j'ai vu que ça abordait des sujets qui étaient en plein dans dans notre champ d'intérêt pour l'émission. Fait que j'ai été voir un peu ce que vous aviez fait auparavant, puis j'ai vu un projet un peu différent, je crois, qui est Violette. Oui, Puis qui va dans l'univers, ben, qui aborde en fait des l'abus. sujets ou l'abus sexuel sur les personnes avec des handicaps. Puis j'ai vu que ça avait été fait de façon bilingue aussi. Oui, on avait un désir. C'était un projet juste avant la pandémie, puis finalement, ça a bien tombé pour la pandémie parce que c'était un spectateur ou une spectatrice à la fois. Donc, c'était vraiment un petit projet intime. Puis comme c'était pas beaucoup de spectateurs et spectatrices par représentation, on a eu le plaisir de le faire en anglais aussi, ce qui nous a permis d'être présenté à Toronto, puis à Vancouver, Winnipeg. Donc, de voyager un petit peu plus avec le projet. Puis voilà, donc c'était une rencontre individuelle
qui était en présentiel avec Violette, le personnage de Violette. Puis après ça, on mettait un casque de réalité virtuelle, on tombait dans l'univers, en fait, l'univers de la réalité virtuelle, qui est un film en 360 autour de nous, parce qu'on retrouvait Violette dans notre casque, en fait, près de nous, comme amie, qui nous reçoit dans sa chambre à coucher. Puis c'était, en fait, c'est vraiment un conte un peu magique, je dirais. Il y a comme une part de magie, donc il y a une femme corneille qui apparaît. Il y a vraiment on a voulu créer un certain réalisme magique parce que le sujet, comme on l'a dit, en fait, c'est un sujet qui est comme lourd. Donc, on ne voulait pas l'aborder de façon graphique. Ouais. Mais on avait le goût de prendre part dans une vague de MeToo, puis d'agressions non dénoncées, etc., de prendre part, puis de parler aussi de la réalité des femmes en situation de handicap intellectuel, qui sont de 80 à 90% d'entre elles qui vont vivre une situation d'abus ou d'agression sexuelle au cours de leur vie. Pour les hommes, c'est jusqu'à 50% d'entre eux. Donc, c'est quand même majeur, puis c'est des données dont on n'entend pas parler. C'est une réalité qu'on ne connaît pas. Puis on trouvait ça important, en fait, de prendre parole de manière un peu, c'est ça, poétique aussi, pour pas brusquer personne. C'est un sujet difficile, mais c'était un spectacle qui était très bien reçu, qui a roulé sa bosse pendant quelques années, puis que là, on a plié bagage au mois d'avril dernier avec ce projet-là. Donc, c'est terminé, mais voilà, c'est le genre de projet et d'initiative que la compagnie a. Le précédent projet on parlait d'accueil de migrants syriens. Donc, des voisins qui se mettent ensemble pour accueillir une famille qui ont, en fait, parrainé. Puis comment, en fait, malgré toutes nos bonnes intentions, mon doux, il y a comme un éléphant dans la pièce, puis on n'est pas si équipé que ça pour accueillir l'autre dans toute son altérité. Puis toute cette question-là, en fait, du vivre ensemble. Donc, oui, on a souvent des sujets d'actualité, un pied dans l'actualité pour réfléchir, pour prendre part à notre communauté, en fait, prendre part dans la société aussi comme artiste. Oui, c'est génial. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la saison 2023-2024? Si je peux me permettre, si c'est pas secret. on va préparer, parce que ces personnages en quête d'auteurisme a été présenté jusqu'à 4 soirs dans le cadre du festival. On prépare une reprise de ça. En fait, on va le présenter pendant 2 semaines à l'Espace Libre au mois de mars prochain. Okay. Donc, ça, c'est notre grosse activité publique. Mais cette année, j'avoue que c'était une grosse année de diffusion et de tournée. Donc, l'année prochaine, on retourne plus dans nos nombris. Non, pas dans nos nombris, mais on retourne plus comme un petit peu à l'intérieur, démarrer, amorcer des nouveaux projets de création. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui s'en vient ça va se passer à partir du mois d'août qu'on va aller se questionner puis s'interroger sur ce qui nous interpelle, puis qu'est-ce qu'on a le goût de dire puis prendre part comme parole. Écoutez, j'ai bien hâte. On va rester à l'affût, ça c'est sûr. Puis quitte à vous réinviter si vous voulez nous en Avec parler. Plaisir. Avec plaisir. Je vous remercie infiniment, Catherine, pour votre travail et pour votre présence, votre générosité aujourd'hui avec nous. Mais merci à vous. C'était une belle rencontre. Merci. Merci d'avoir participé à vous, public. C'était Musique, Art et Handicap. Et à la prochaine.